Je prends la moitié de tes millions, y compris l'héritage de ta grand-mère, annonça Bradley avec un sourire suffisant, sa voix résonnant dans la salle d'audience comme s'il annonçait les numéros du loto. La confiance dans son ton me retourna l'estomac, mais je me forçai à rester calme sur ma chaise à la table de la défense. Mon nom est Judith Dubois. J'ai 45 ans et je n'aurais jamais imaginé me retrouver assise dans un tribunal des affaires familiales à Lyon, regardant mon mari de 5 ans tenter de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé toute ma vie. Bradley était assis de l'autre côté de la salle avec son avocat, ayant l'air d'avoir déjà gagné au loto. Son costume coûteux, que j'avais payé, bien sûr, était parfaitement repassé, et ses cheveux dorés étaient lissés en arrière de cette façon qui m'avait autrefois charmée, mais qui maintenant me donnait la nausée. « Madame la présidente, » continua l'avocat de Bradley, « mon client a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris l'héritage substantiel que Madame Dubois a reçu pendant leur mariage. » Le porte-document de l'avocat était bourré de documents, tous décrivant comment Bradley comptait repartir avec l'argent durement gagné de ma grand-mère. Je regardais les spectateurs du tribunal se pencher en avant sur leurs sièges, clairement fascinés par ce qu'ils supposaient être un règlement financier massif. Certains calculaient probablement les chiffres dans leur tête, se demandant avec combien Bradley repartirait. Quelques journalistes s'étaient même présentés, attirés par les rumeurs d'un divorce à plusieurs millions d'euros, impliquant une femme d'affaires lyonnaise en vue. La présidente Rousseau, une femme sévère d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, examina les documents initiaux avec une expression neutre. Elle présidait le tribunal aux affaires familiales depuis plus de 20 ans, et j'imaginais qu'elle avait vu tous les tours possibles. Mais quelque chose me disait qu'elle n'avait pas encore vu ce que j'étais sur le point de révéler. Bradley se tourna légèrement dans sa chaise pour me faire ce qu'il pensait probablement être un sourire victorieux. L'audace de ce geste fit bouillir mon sang. C'était le même homme qui m'apportait du café au lit, qui prétendait m'aimer pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. 5 ans de mariage, et tout cela avait été un mensonge. La salle d'audience semblait oppressante avec ses boiseries sombres et le poids des procédures judiciaires pesant dans l'air. Dehors, je pouvais entendre les bruits lointains de la circulation lyonnaise. Des gens qui vaquaient à leur vie normale, pendant que la mienne était disséquée devant des inconnus. Je serrai mon sac plus fort, sentant l'enveloppe à l'intérieur qui allait tout changer. « Madame Dubois », la présidente Rousseau s'adressa directement à moi. « Avez-vous une réponse à ces revendications ?» Je me levai lentement, mon cœur battant, mais ma résolution plus forte que jamais. C'était le moment que j'attendais. Le moment où l'avidité de Bradley allait enfin le rattraper. « Madame la présidente, je crois qu'il y a quelque chose que le tribunal doit voir. » En repensant, j'aurais dû voir les signaux d'alarme beaucoup plus tôt dans notre relation. Bradley m'avait fait tourner la tête pendant une période particulièrement vulnérable de ma vie. Je venais d'avoir 40 ans et dirigeais ma société de conseil, Dubois Analytics, avec un succès modeste, mais peu de temps pour la romance. Ma grand-mère avait été ma plus proche compagne, jusqu'à sa mort 300 avant que je rencontre Bradley. Et je pleurais encore sa perte quand il était apparu lors d'une conférence d'affaires à Marseille. Il était charmant, attentionné, et semblait genuinement intéressé par mon travail d'aide aux petites entreprises pour optimiser leurs opérations. « Tu es brillante », disait-il en me regardant examiner des rapports financiers. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprend les chiffres comme toi. » À l'époque, je pensais qu'il était impressionné par mon intelligence. Maintenant, je réalisais qu'il calculait ma valeur nette. Notre cours fut un tourbillon de dîners coûteux et d'escapades romantiques. Bradley travaillait comme directeur commercial pour une compagnie pharmaceutique,
mais il semblait toujours avoir de l'argent pour des rendez-vous somptueux. Je crois en l'investissement dans les personnes qui me tiennent à cœur, disait-il, quand je questionnais ses dépenses. J'étais flattée par son attention et sa générosité, ne réalisant pas qu'il planifiait déjà sa stratégie d'investissement à long terme. Quand Bradley me demanda en mariage après 8 mois, j'hésitais. Ma grand-mère m'avait toujours mise en garde contre les sommes qui vont trop vite, mais Bradley était persistant. La vie est trop courte pour attendre, insistait-il. Je sais ce que je veux, et je te veux toi. Sa demande était élaborée, un dîner privé sur un bateau-mouche avec un quatuor jouant nos chansons préférées. La bague était éblouissante, valant probablement plus que son salaire annuel, bien que je n'y ai pas pensé à l'époque. Mon avocate, Patricia Moreau, avait insisté sur un contrat de mariage. Toute femme d'affaires qui réussit a besoin de protection, avait-elle expliqué. Ce n'est pas romantique, mais c'est pratique. Je m'étais sentie gênée de l'évoquer avec Bradley, craignant qu'il pense que je ne lui faisais pas confiance ou que j'étais plus concentrée sur l'argent que sur l'amour. Mais la réaction de Bradley m'avait surprise. Il avait ri et l'avait balayé d'un revers de main, comme si ce n'était rien. « Bien sûr, chérie. Tout ce qui te met à l'aise. Je ne t'épouse pas pour ton argent. Je t'épouse pour toi. » Il avait signé les papiers sans même les lire, plaisantant que l'amour n'a pas besoin de petits caractères. Son attitude désinvolte m'avait convaincu que mes inquiétudes étaient infondées. « C'est juste une formalité romantique, » avait-il dit, griffonnant sa signature avec panache, comme promettre d'aimer, d'honorer et de chérir, mais avec plus de jargon juridique. Je me souvenais m'être sentie soulagée qu'il soit si compréhensif, si désireux de mettre mes préoccupations à l'aise. Patricia avait été minutieuse dans la rédaction de l'accord, protégeant non seulement mes biens existants, mais tout futur héritage ou croissance commerciale. « L'héritage de votre grand-mère vous reviendra un jour, » m'avait-elle rappelé. « Cela garantit qu'il reste dans votre famille, où il appartient. » À l'époque, je pensais qu'elle était trop prudente. Maintenant, je réalisais qu'elle avait été absolument prévoyante. Le vrai choc vint 18 mois après notre mariage, quand je reçus l'appel concernant l'héritage de ma grand-mère. Elle m'avait tout légué. Sa maison, ses investissements, sa collection de livres rares et 2,8 millions d'euros en fonds soigneusement gérés. C'était bien plus que je n'avais jamais attendu, et l'héritage transforma ma situation financière du jour au lendemain. La réaction de Bradley à la nouvelle avait été révélatrice, même si j'avais raté la signification à l'époque. Ses yeux s'étaient littéralement illuminés quand je lui avais parlé de l'argent. 2,8 millions, avait-il répété comme s'il ne pouvait pas tout à fait y croire. Judith, nous sommes riches. La façon dont il avait dit « nous sommes » aurait dû être mon premier indice. À partir de ce moment, les habitudes de dépenses de Bradley changèrent radicalement. Il quitta son travail dans les 6 mois, prétextant qu'il voulait explorer de nouvelles opportunités et être là pour soutenir mon succès. Ce qu'il fit réellement, c'est dépenser mon argent comme si c'était son allocation personnelle. Il acheta une voiture de luxe, soi-disant pour ses besoins professionnels. Il investit dans le restaurant d'un ami sans me consulter, perdant 30 000 € quand l'entreprise échoua en moins d'1 an. Il réserva des vacances coûteuses, adhéra à un club de golf exclusif et commença à s'habiller comme s'il avait toujours été riche. Chaque fois que je questionnais un achat, il me rappelait que nous étions partenaires et que les couples devraient en se faire confiance pour les décisions financières. Le point de rupture vint il y a 6 mois, quand je découvris que Bradley racontait aux gens du country club que l'héritage était de l'argent familial qui nous appartenait à tous les deux. Il avait commencé à se présenter comme investisseur et entrepreneur,
oubliant commodément de mentionner que tous ces investissements étaient faits avec la richesse soigneusement préservée de ma grand-mère. Quand je l'affrontais sur ses mensonges et ses dépenses, Bradley devint défensif, puis cruel. « Tu fais comme si c'était un grand secret que j'ai épousé au-dessus de ma condition », avait-il craché. « Tout le monde sait que tu avais besoin de quelqu'un comme moi pour profiter de la vie. Avant qu'on se rencontre, tu n'étais qu'une bourgeoise du travail solitaire sans vie sociale. » Ces mots me blessèrent profondément parce qu'il y avait un grain de vérité dedans. J'avais été solitaire, et Bradley avait apporté de l'excitation et de la compagnie dans ma vie. Mais je réalisais qu'il avait joué un jeu à long terme, se positionnant comme mon sauveur, tout en planifiant systématiquement de revendiquer tout ce que j'avais hérité. La goutte qui fit déborder le vase vint quand je trouvai des emails entre Bradley et son avocat discutant de stratégie de divorce. Il planifiait cela depuis des mois, chronométrant pour maximiser son règlement potentiel. Bradley avait même recherché les lois de divorce françaises, cherchant des moyens de revendiquer que son soutien émotionnel et ses contributions de style de vie lui donnaient droit à une plus grande part de mes biens. C'est alors que j'avais finalement recontacté Patricia et déposé moi-même une demande de divorce. Je refusais de laisser Bradley contrôler le récit ou le calendrier. S'il voulait se battre pour l'argent de ma grand-mère, je lui en donnerais un. Mais ça ne se passerait pas comme il s'y attendait. Maintenant, debout dans cette salle d'audience, j'étais prête à montrer à Bradley et à tous les autres exactement ce que son avidité lui avait rapporté. Je mis la main dans mon sac et sortis l'enveloppe Manila que Patricia avait préparée pour ce moment exact. La salle d'audience était complètement silencieuse, sauf pour le doux bruissement du papier et le bourdonnement distant du système de climatisation. L'expression confiante de Bradley vacilla légèrement alors qu'il me regardait m'approcher du bureau de la juge. « Madame la Présidente, » dis-je, ma voix stable et claire. « Je crois que le tribunal doit examiner ce document avant de procéder à toute discussion de division d'actifs. » La présidente Rousseau tendit la main et accepta l'enveloppe. « Quelle est la nature de ce document, Madame Dubois ? » « C'est un contrat de mariage, Madame la Présidente. Un que mon mari a signé avant notre mariage il y a 5 ans. » Le changement d'atmosphère dans la salle d'audience fut immédiat et électrisant. L'avocat de Bradley, un homme mince nommé Gerald Weston, jaillit de sa chaise comme s'il avait été piqué. « Madame la Présidente, nous n'avons pas été informés d'un quelconque contrat de mariage. C'est hautement irrégulier. » « Asseyez-vous, maître Weston, » commanda la présidente Rousseau, brisant déjà le sceau de l'enveloppe. « J'examinerai les documents et déterminerai leur validité. » Je retournai à ma place, gardant les yeux fixés sur Bradley. Son visage était passé de confiant à confus, à quelque chose approchant la panique en l'espace de 30 secondes. Il chuchotait frénétiquement à son avocat, gesticulant vers le bureau de la juge. Je pouvais distinguer des fragments de ces mots urgents. Elle n'a jamais mentionné. Et comment est-ce possible? Patricia Moreau, mon avocate, restait parfaitement calme à côté de moi. Elle se préparait pour ce moment depuis des mois, s'assurant que chaque détail de notre stratégie était infaillible. « Regarde juste, » me chuchota-t-elle avec un petit sourire. La présidente Rousseau était une lectrice minutieuse, prenant son temps avec chaque page de l'accord. Le document était complet. Patricia s'en était assurée il y a 5 ans. Il détaillait exactement quels actifs étaient protégés, quelles dettes resteraient séparées, et surtout, comment tout futur héritage serait traité. Ceci semble être un contrat de mariage correctement exécuté, annonça la présidente Rousseau, après plusieurs minutes d'examen attentif. Il est daté de 6 semaines avant votre mariage, témoigné par 2 notaires et signé par les 2 parties. L'avocat de Bradley avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise.
Je réalisais que Gerald Weston avait déposé cette affaire de divorce sans faire la diligence raisonnable de base. Il avait supposé, tout comme Bradley, que le mariage était une simple prise d'actifs. Madame la Présidente, Bradley se leva soudain, sa voix se cassant légèrement. J'ai besoin de voir ce document. Je ne me souviens pas avoir signé quelque chose comme ça. Les sourcils de la juge se haussèrent face à l'éclat de Bradley. Monsieur Dubois, veuillez rester assis et permettre à votre avocat de gérer ses procédures. Mais Bradley était en spirale maintenant, sa confiance soigneusement construite s'effondrant. Judith, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'as jamais dit que c'était une sorte de piège légal. Monsieur Dubois, la voix de la présidente Rousseau coupa à travers la salle d'audience comme un fouet. Vous resterez silencieux ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Votre avocat peut demander à examiner le document par les voies appropriées. Gerald Weston s'approcha du bureau avec une réticence évidente. Je le regardais examiner le contrat de mariage, son visage devenant plus pâle à chaque page. Il retourna à sa table et commença à chuchoter urgemment à Bradley, qui secouait la tête avec incrédulité. Les spectateurs du tribunal étaient maintenant pleinement engagés, sentant que quelque chose de dramatique se déroulait. Je pouvais entendre des conversations étouffées et le grattement des stylos des journalistes, alors qu'ils essayaient de capturer chaque détail de l'humiliation publique de Bradley. Madame la Présidente, Gerald s'adressa finalement au tribunal, sa voix manquant notamment de sa confiance antérieure. Mon client aimerait demander une brève suspension pour examiner ces documents plus minutieusement. La présidente Rousseau vérifia sa montre. Maître Weston, n'avez-vous pas mené d'enquête concernant de potentiels contrats de mariage avant de déposer vos revendications d'actifs? Le silence de l'avocat était une réponse suffisante. Bradley avait été si confiant dans sa stratégie qu'il n'avait même jamais mentionné la possibilité d'un contrat de mariage à son avocat. Gerald Weston avait été pris au dépourvu autant que son client. « Je vous donne 10 minutes pour examiner le document », déclara la présidente Rousseau. « Mais je dois vous avertir que ceci semble être un accord légalement contraignant qui impacte significativement les revendications de votre client. » Pendant la suspension, je regardais Bradley et son avocat blottis dans une conversation intense près des fenêtres de la salle d'audience. Les gestes de Bradley devenaient plus animés et désespérés alors que Gerald lui expliquait les implications du contrat de mariage. Même de l'autre côté de la salle, je pouvais voir le moment exact où Bradley réalisa que son plan avait complètement fait long feu. Patricia utilisa le temps pour réviser ses propres notes et se préparer pour ce qu'elle savait être les dernières tentatives désespérées de Bradley pour contester l'accord. « Il va prétendre fraude ou contrainte », prédit-elle calmement. « Les hommes comme Bradley blâment toujours tout le monde quand leurs machinations s'effondrent. » Elle avait raison. Quand le tribunal reprit, Gerald Weston se lança immédiatement dans un argument juridique désespéré. « Madame la Présidente, mon client croit qu'il a été trompé sur la nature de ce document. Madame Dubois l'a présenté comme une formalité romantique, pas comme un accord de protection d'actifs complet. » La présidente Rousseau paraissait distinctement peu impressionnée. « Maître Weston, prétendez-vous que votre client a signé un document légal sans le lire? » Madame la Présidente, mon client faisait confiance à sa femme pour être. Il croyait qu'elle était honnête sur la portée et les implications du document. Je dus me mordre la langue pour ne pas rire. Bradley s'était toujours enorgueilli d'être un homme d'affaires astucieux, quelqu'un qui pouvait lire les gens et les situations. Maintenant, son avocat argumentait qu'il était trop confiant et naïf pour comprendre un contrat légal. Le document est clairement étiqueté comme un contrat de mariage, observa la présidente Rousseau en feuilletant les pages.
Il inclut des avertissements standards sur la recherche de conseils juridiques indépendants. Votre client a-t-il choisi de renoncer à ce droit? Gérald fouilla nerveusement dans ses papiers. Oui, Madame la Présidente. Mon client a renoncé à son droit à un conseil indépendant. Et le document a été examiné par un notaire public, correct? Avec votre client présent et confirmant son identité? Oui, Madame la Présidente. La présidente Rousseau tourna son attention directement vers Bradley. Monsieur Dubois, quand vous avez signé ce document, quelqu'un vous a-t-il forcé à le faire? Étiez-vous sous quelque sorte de contrainte ou coercition? Le visage de Bradley était rouge d'embarras et de colère. Non, Madame la Présidente. Mais je pensais que c'était juste de la paperasserie. Judith l'avait fait passer pour quelque chose sans importance. Avez-vous lu le document avant de le signer? La question resta suspendue dans l'air comme une épée. Bradley regarda autour de la salle d'audience comme s'il cherchait une voie de sortie. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour tous les présents. Monsieur Dubois, je vous ai posé une question directe. Je l'ai survolé, admit finalement Bradley. Mais Judith a dit que c'était juste une formalité. L'expression de la présidente Rousseau était un chef-d'œuvre de désapprobation judiciaire. Monsieur Dubois, vous avez signé un document légal sans le lire, après avoir renoncé à votre droit à un conseil juridique, et maintenant vous demandez à ce tribunal de l'invalider parce que vous ne l'avez pas pris au sérieux? La salle d'audience était complètement silencieuse. Même les journalistes avaient arrêté d'écrire, hypnotisés par l'humiliation publique de Bradley. Je sentis une poussée de satisfaction en le regardant se tortiller sous le regard de la juge. Madame la Présidente, Gérald fit une dernière tentative. Peut-être pourrions-nous argumenter que l'accord est abusif étant donné la disparité dans... Maître Weston, interrompit la présidente Rousseau. Avez-vous examiné les divulgations financières incluses avec ce contrat de mariage? Gérald feuilleta à nouveau le document, cherchant clairement quelque chose qu'il avait manqué. Il y a des divulgations financières étendues ici, Madame la Présidente. En effet, il y en a. Madame Dubois a fourni une documentation complète de ses actifs, revenus et héritages attendus. Votre client a signé des accusés de réception, confirmant qu'il avait examiné et compris toutes les informations financières. C'est l'un des contrats de mariage les plus minutieux que j'ai vus en mes 23 ans au tribunal. Bradley avait l'air sur le point d'être malade. Le Golden Boy, qui avait charmé son chemin à travers la vie, faisait finalement face aux conséquences de ses actions. La présidente Rousseau s'éclaircit la gorge et commença à lire directement du contrat de mariage, sa voix portant clairement à travers la salle d'audience silencieuse. Section 4, paragraphe A. Tous les biens possédés par l'une ou l'autre partie avant le mariage resteront la propriété séparée de cette partie. Section 4, paragraphe B. Tout héritage reçu par l'une ou l'autre partie pendant le mariage sera considéré comme propriété séparée et ne sera pas sujet à division lors du divorce. Le visage de Bradley passa par un spectre de couleurs, du rouge au blanc au vert. Il agrippa le bord de sa table si fort que ses jointures étaient basses blanches. « Ça ne peut pas être légal », marmonna-t-il assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Section 6, continua la présidente Rousseau, traite de la pension alimentaire. Citation. Aucune partie n'aura droit à une pension alimentaire ou un soutien spousal de l'autre, quelle que soit la durée du mariage ou la disparité de revenus. La juge leva les yeux du document. Cette section a été paraphée par les deux parties et témoignée séparément. Gérald Weston prenait frénétiquement des notes, essayant probablement de trouver une possible faille ou technicité.
Mais Patricia avait été trop minutieuse il y a 5 ans. Chaque défi potentiel avait été anticipé et adressé. Madame la Présidente, je me levais. Si je puis m'adresser au tribunal? Procédez, Madame Dubois. Quand j'ai hérité de la succession de ma grand-mère, il y a 18 mois, j'ai consulté mon avocate pour savoir si l'héritage était protégé sous le contrat de mariage. Nous avons confirmé qu'il était entièrement couvert sous la section 4, paragraphe B. L'héritage a été gardé dans des comptes séparés et n'a jamais été mélangé avec les actifs matrimoniaux. C'était le clou final dans le cercueil de Bradley. Non seulement le contrat de mariage était blindé, mais j'avais été scrupuleusement prudente pour garder l'héritage séparé. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'en revendiquer une portion. La présidente Rousseau hocha la tête avec approbation. Madame Dubois, avez-vous utilisé une portion de votre héritage pour des dépenses matrimoniales ou des achats joints? Non, Madame la Présidente. J'ai maintenu mon revenu régulier pour les dépenses domestiques. L'héritage est resté complètement séparé. Bradley explosa. Ce n'est pas vrai! Elle a acheté des choses pour nous. Elle a payé pour les vacances. Monsieur Dubois. La voix de la présidente Rousseau était glaciale. Vous êtes hors de propos. Asseyez-vous immédiatement. Mais Bradley était au-delà de la raison maintenant. Sa façade soigneusement construite s'était complètement effondrée. C'est insensé. J'ai été avec elle pendant 5 ans. Je l'ai soutenue émotionnellement. J'ai abandonné ma carrière. Tu as quitté ton travail pour dépenser mon argent? Dis-je calmement, incapable de m'en empêcher. Madame Dubois, prévint la présidente Rousseau. Mais son ton était presque amusé. Gérald tirait sur la veste de Bradley, essayant de le faire asseoir et d'arrêter d'empirer les choses. Mais Bradley était en mode effondrement complet, sa vraie nature se montrant enfin. « Elle m'a piégé !» cria Bradley. « Elle m'a fait croire qu'on était partenaires. Elle m'a laissé croire que cet argent était à nous. Monsieur Dubois, si vous ne pouvez pas vous contrôler, j'ordonnerai à l'huissier de vous retirer de ma salle d'audience. » La menace d'être physiquement retiré pénétra finalement la rage de Bradley. Il s'assit lourdement, sa poitrine se soulevant de respirations colériques. Mais le mal était fait. Tout le monde dans la salle d'audience avait vu son vrai caractère. L'homme avide et arrogant qui m'avait épousé pour mon argent et avait ensuite l'audace de jouer la victime quand son plan échoua. La présidente Rousseau examina les dernières pages du contrat de mariage avec un soin délibéré. La tension dans la salle était palpable alors que tout le monde attendait sa décision. Je sentis une satisfaction calme s'installer sur moi. Après des mois de manipulation et de mensonges de Bradley, la vérité voyait finalement le jour. Basé sur mon examen de ce contrat de mariage, annonça la présidente Rousseau. Je suis prête à rendre ma décision sur la division des actifs. La présidente Rousseau retira ses lunettes de lecture et regarda directement Bradley avec une expression qui aurait pu geler le feu. Monsieur Dubois, ce contrat de mariage est valide, complet et légalement contraignant. Vous n'avez droit à exactement rien des actifs prématrimoniaux, de l'héritage ou des biens commerciaux de votre épouse. Les mots frappèrent Bradley comme des coups physiques. Sa bouche s'ouvrit et il fixa la juge avec une incrédulité complète. « Rien, chuchota-t-il. « Rien, confirma la présidente Rousseau. De plus, selon la section 7 de cet accord, toutes les dettes contractées individuellement par l'une ou l'autre partie restent la responsabilité de cette partie. Madame Dubois, avez-vous des documents des dettes contractées uniquement par votre mari? Patricia me passa un dossier épais que je transmis à l'huissier. Oui, Madame la Présidente. Dette de carte de crédit, le prêt automobile, l'investissement raté dans le restaurant
et les frais de country club totalisant approximativement 87 000 euros. L'avocat de Bradley avait l'air de vouloir disparaître entièrement. L'affaire qu'il pensait lui rapporter des honoraires substantiels s'était transformée en désastre complet. « Monsieur Dubois, continua la présidente Rousseau, non seulement vous ne recevrez aucun actif de ce mariage, mais vous restez personnellement responsable de 87 000 euros de dettes que vous avez accumulées pendant le mariage. » La salle d'audience éclata en murmures et chuchotements. Je pouvais entendre quelqu'un étouffer un « Mon Dieu !» au dernier rang, suivi du crissement pressé des stylos sur les carnets des journalistes. Bradley, lui, s'était figé, les yeux vitreux, comme si la salle avait basculé sous ses pieds. La présidente Rousseau tapota 2 fois le contrat du plat de la main, rétablissant le silence. « Enfin, dit-elle, compte tenu des comportements observés aujourd'hui et des pièces produites, le tribunal statue également qu'aucune pension alimentaire ne sera due, conformément à l'accord prénuptial. Les biens communs, mobilier courant, effets personnels et solde du compte joint seront liquidés à parts égales après déduction des dettes de M. Dubois, qui, je le rappelle, ne sont pas opposables à Madame Dubois. Les frais de procédure. » Elle marqua une pause, leva les yeux vers Bradley. « Seront supportés à 70 par M. Dubois. » Un gémissement échappa à Bradley. Son avocat poussa une main crispée sur son avant-bras pour l'empêcher de se lever. « Madame la présidente, » tenta Gérald d'une voix prudente, « nous souhaiterions réserver nos droits d'appel. » « Vos droits sont de toute façon réservés, maître, » répondit calmement la présidente. « Mais je vous invite, pour l'avenir, à lire les pièces essentielles avant de bâtir des prétentions aussi ambitieuses. » Un léger ricanement parcourut le public. Bradley se retourna vers moi, la mâchoire serrée. « Tu crois avoir gagné ?» siffla-t-il. Je soutins son regard sans ciller. « Je n'ai rien gagné. J'ai simplement gardé ce qui ne t'a jamais appartenu. » Patricia posa alors une chemise bleue sur la table, comme l'ultime carte d'un jeu que l'autre camp refusait d'admettre perdu. « Madame la présidente, » ajouta-t-elle, « nous sollicitons une ordonnance de non-dissipation interdisant à M. Dubois de transférer ou de grever tout bien lui appartenant d'ici l'exécution du jugement, ainsi qu'une injonction lui enjoignant de restituer le véhicule acquis grâce au prêt souscrit uniquement en son nom, mais garé au domicile de ma cliente. » La juge hocha la tête, déjà en train de griffonner. « Accordé. Ordonnance de non-dissipation jusqu'à exécution intégrale. Le véhicule sera remis dans un délai de 48 heures à l'huissier désigné. En cas de non-respect, amende est saisie. Et puisque nous y sommes, Monsieur Dubois, vous éviterez tout contact non sollicité avec Madame Dubois en dehors de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures. Est-ce clair ? » Bradley serra les dents, blanchissant. « Oui, Madame la Présidente. »« Très bien. Le tribunal lève l'audience. » Le marteau frappa. Les conversations éclatèrent, les bancs grincèrent. Une bouffée de parfum, de papier et de bois ciré me parvint tandis que je rangeais, méthodiquement, l'exemplaire du contrat dans l'enveloppe Manila. Ma main tremblait à peine. Patricia, imperturbable, glissa vers moi un regard complice. « C'est terminé, » murmura-t-elle. « Et proprement. »« Merci, » dis-je simplement. Bradley, encadré par son avocat, se dirigea vers la sortie opposée. Juste avant de franchir la porte, il se retourna. « Tu n'es rien sans moi, » lança-t-il, amèrement. « Tu n'aurais jamais su vivre si je n'étais pas arrivé. » Je ne ressentis ni colère ni pitié. Il me sembla soudain lointain, presque minuscule.
un figurant ayant surestimé la taille de son rôle. J'ai appris à vivre avant toi, et je continuerai après, répondis-je. C'est justement ce qui te met en rage. Il détourna les cieux, vaincu. Dehors, l'air de Lyon me parut plus net, presque mordant. La clameur de la presqu'île, les pas pressés, le grondement des bus sur la chaussée humide. Tout sonnait comme une partition familière que j'avais cessé d'écouter durant ces années sous perfusion d'illusions. Patricia consultait son agenda. On se voit demain pour les formalités, notification aux banques, suspension des cartes, instruction à l'huissier, et je déposerai la note de frais à recouvrer dans le cadre du jugement. Parfait. Judith, dit-elle en refermant son carnet, vous avez été impeccable. Rares sont ceux qui entrent dans une salle d'audience pour reprendre leur narratif et y parviennent. Vous l'avez fait. Je souris, d'un sourire discret qui ne demandait pas de témoin. Ce n'était pas pour les journalistes, ni pour le narratif. C'était pour ma grand-mère. Patricia inclina la tête, compréhensive, puis s'éclipsa d'un pas rapide vers la station de taxi. Je restai un moment sur les marches, sous le ciel laiteux, à respirer lentement. Mon téléphone vibra. Un message de Claire, mon associé chez Dubois Analytics. Tout s'est bien passé? On a signé le contrat avec les verrières. Déjeuner quand tu veux. Et, fier de toi. Je tapais une réponse simple. Oui, c'est fait. À demain. Puis rangeai le téléphone. Dans la vitre du palais, mon reflet me dévisagea. Même manteau, même chignon net. Et pourtant, quelque chose avait bougé. Un espace s'était créé, là où s'entassaient autrefois les justifications, les concessions, les petites morts quotidiennes. Je descendis les marches. Sur la place, un couple riait sous un parapluie trop petit. Un vendeur ambulant réajustait sa vitrine de pralines. La vie, indifférente et magnifique, continuait. J'eus une pensée pour ma grand-mère. Sa patience, sa rigueur, la façon dont elle tenait ses comptes à la plume bleue. Elle m'aurait dit que le vrai bilan ne se lit pas dans une audience, mais dans ce que l'on fait du lendemain. Alors je pris la direction du bureau. Non pas pour fuir le passé, mais pour occuper pleinement l'avenir. Sans spectateur, sans fanfare. Avec la précision d'un chiffre juste et la liberté retrouvée de celle qui n'a plus rien à prouver.